Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format. Je vais inviter des gens qui ont une expertise et qui vont venir nous parler de certains sujets. Donc aujourd'hui, c'est Nyamke qui Bonjour. inaugure le débat. Donc Nyamke, elle va se présenter, mais pour la présenter rapidement, elle a l'avantage d'être à cheval sur trois cultures. Son papa est ivoirien, elle a vécu en Côte d'Ivoire longtemps, elle a vécu en France et elle a vécu 5 ans à Bangkok. Donc ça lui permet d'avoir un regard un petit peu décalé sur ces trois cultures. Voilà. Merci Fred, bonjour, bonjour tout le monde. Donc effectivement, j'ai vécu mes 20 premières années en Côte d'Ivoire et ensuite je me suis retrouvée pour mes études supérieures en France et ça a été quand même un choc culturel. Et finalement, quand je suis arrivée en Thaïlande pendant 5 ans, j'ai vraiment eu le sentiment de rentrer à la maison parce que j'ai retrouvé évidemment un climat tout à fait similaire, même chaleur, même humidité et puis aussi les mêmes fruits et légumes. Et ce qui me permettait d'ailleurs de cuisiner aussi ivoirien. Et en fait, à ma très grande surprise, j'ai aussi trouvé des similitudes dans certains aliments, et notamment dans le quartier où nous vivions, à Satorne, dans le seuil 8, j'ai vu une dame qui vendait ce qu'on appelle des itim kanompan, et en fait qui consiste en une sorte de pain brioché qu'on coupe en deux, dans lequel on met de la glace, Ouais. et puis on rajoute du riz-gluant, des fruits confits au sirop, etc. Donc en fait ce pain, il ressemble vraiment, pas que dans sa forme d'ailleurs, mais aussi dans son goût, il ressemble vraiment, alors je ne vais pas dire trait pour trait, mais on va peut-être dire ingrédient pour ingrédient, il ressemble au pain sucré que moi je prenais au petit déjeuner en Côte d'Ivoire. Alors on l'appelle pain sucré en Côte d'Ivoire, on l'appelle sugar bread au Ghana, d'où il vient d'ailleurs, et chez les Ashanti, qui sont à cheval sur le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui est donc le groupe ethnique auquel Ouais. j'appartiens. Donc les Ashanti qu'on appelle aussi les Hakans. Voilà, en Voilà. fait, les Ashanti font partie du groupe Akan, exactement. Le groupe Akan est un très grand groupe et les Ashanti en font partie. Et donc, en fait, eux, ils appellent ça le pao. Alors, mon père serait pas très content de la façon dont je le prononce, mais en fait, c'est la prononciation qui vient bien, du portugais en Ouais. réalité. Puisque cette recette consiste alors dans de la farine, de l'eau, beaucoup de sucre, énormément de sucre, du beurre, ce qui est assez étonnant puisqu'on n'a pas de beurre en principe en Afrique, et de la noix de muscade. Hein, donc là déjà on sent avec la noix de muscade qu'il y a quand même une influence orientale. Et en fait cette recette, donc elle est utilisée par les femmes Fanti qui ont découvert cette recette grâce aux Portugais sur les comptoirs qui s'appellent Saint-Georges de la Mina, puisque les Portugais sont arrivés au XVe siècle sur le golfe de Guinée, et donc Saint-Georges de la Mina a été le tout premier comptoir qu'ils ont établi pour faire du commerce avec les riverains. Donc eux proposaient des produits manufacturés et en échange de l'or, puisque Saint-Georges de la Mina va devenir Elmina, qui est une ville aujourd'hui du Ghana, qui était la côte de l'or. Ouais. Et donc il y avait des échanges qui finalement étaient commerçants, mais aussi on peut imaginer qu'il y a eu des échanges de techniques. Et le pain a été découvert par les Fanti à ce moment-là. Et puis ça s'est propagé dans toute l'Afrique de l'Ouest, en tout cas côté océan. Et donc, évidemment, j'étais super étonnée de goûter exactement la même chose en Thaïlande. Alors, j'ai pas retrouvé la recette, mais bon, déjà, toi qui aimes l'étymologie, Kanom Pan, on comprend bien que derrière ce terme pan, on retrouve le même pain. Et puis, on sait bien que les Portugais se sont établis en Asie du Sud-Est. Ils sont même allés jusqu'au Japon, et ce sont les missionnaires japonais d'ailleurs qui ont fait découvrir ce pain, puisqu'ils ont essayé de convertir les Japonais. Ça s'est pas super bien passé, on le sait, mais en tout cas ils ont fait découvrir ce pain
qui encore aujourd'hui existe. Hein. On retrouve ce pain qui est beaucoup plus élaboré maintenant parce qu'il rajoute des œufs, du lait, etc. Mais je pense qu'en fait en Thaïlande et en Côte d'Ivoire, on a gardé vraiment la recette un petit peu brute, initiale, originelle, Du on pain va dire. portugais. Voilà, du pain Et est-ce qu'au portugais. Portugal, ils ont cette forme de pain sucré? Eh ben écoute, ça c'est quelque chose qu'il faudrait que j'aille voir. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont effectivement un pain qui est assez rude, pas très gras, hein, mais je pense que le sucre peut-être a été largement ajouté en Afrique, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, peut-être pour des raisons de conservation. Ouais, peut-être. Ouais. Donc en Thaïlande, on a le kanompan qui est le pain, parce que c'est un terme qui désigne aussi toutes les formes de pain, y compris le pain français, la baguette, mais qui désignait Exactement. peut-être à l'origine donc ce pain portugais. Donc ce pan thaï Mhm. ne vient pas du pain français, mais viendrait plutôt du pao Du pain au portugais, D'accord. exactement. Donc ça, c'est le lien qui lie cette histoire du pain en Afrique à l'histoire du pain en Asie. Exactement. Et au Japon, tu sais comment ça s'appelle? Pan. Pan. Ok, Donc ok. c'est vraiment très, très surprenant. Mais en fait, c'est vrai que c'est ce mot. Alors c'est pareil quand on essaye de remonter, de tirer sur le fil de la bobine, on se rend compte que bah, tout ça, ça vient encore à chaque fois du fameux bassin dans le Moyen-Orient où on faisait déjà du pain et les Romains aussi utilisent ce terme pan. En fait, donc c'est vrai que finalement, quel a été le tout premier, ça, je ne sais pas parce que c'est millénaire. Ouais. Mais en tout cas, en Afrique, ce qui est sûr, c'est qu'on ne savait pas faire le pain. Et ce pain levé, en Asie, on le fait pas non plus. Ce qu'on pouvait trouver, c'est plus les galettes comme on trouve en Inde. Donc clairement, il est plutôt arrivé par la mer que par les terres, que par la route des épices. Alors on peut imaginer que les ingrédients sont arrivés aussi, parce que est-ce qu'il y avait du blé sur la côte ouest africaine? Ah ben non, absolument pas. Voilà. Donc il fallait les ingrédients, ou alors il y a eu des adaptations avec des produits locaux qui pouvaient être panifiables. Est-ce que tu sais si on a pu faire du pain avec autre chose que du blé? Alors aujourd'hui, enfin un peu plus tard, on a commencé à utiliser le manioc, mais bon, le résultat n'est pas du tout le même, hein, ça fait quelque chose d'assez élastique. Ou alors on mélange le blé et le manioc, hein, pour notamment faire des baguettes d'ailleurs. Mais ça, c'est arrivé évidemment beaucoup plus tard, après l'indépendance. Mais en tout cas, voilà, dans ce que tu nous dis, c'est ce lien étonnant qu'il y a entre l'Afrique de l'Ouest et l'Asie à travers le goût de ce pain qui a été très certainement transporté par les Portugais. Voilà, c'est un peu comme les abeilles là, qui vont de fleur en fleur. Et ça, c'est vrai que ça a été quelque chose de très étonnant pour moi parce que j'imaginais aucun lien entre l'Afrique et l'Asie. Et en fait, j'étais très loin de la vérité puisque j'ai eu une autre surprise gustative. Là, c'était au restaurant musulman qui se trouve en face de l'ambassade de France, où j'avais commandé ces brochettes saté, hein, donc, qui sont des petites brochettes de morceaux de viande marinée. Et alors là, ça a été servi avec donc des petits oignons et surtout une sauce à base d'arachide. Et alors là, vraiment, j'ai été complètement transportée à la maison parce que c'est vraiment le goût du mafé. Donc je pense que vraiment beaucoup de gens connaissent cette sauce, qui est la sauce à base de pâte d'arachide que l'on fait mijoter avec de la viande, alors du bœuf, du poulet. Moi, ma grand-mère, elle le fait avec du poisson et du crabe, parce qu'on vit au bord de la mer. Mais c'est vraiment un plat qui est très connu en Afrique. Et même, moi, j'ai toujours entendu les Sénégalais, les Maliens se disputer la paternité de ce plat. Donc, je m'attendais pas du tout à retrouver ce goût en étant dans un restaurant au cœur de Bangkok. Et donc, j'ai cherché quel était ce plat. Et donc, on m'a expliqué dans le restaurant qu'en fait, il s'agissait d'un plat indonésien. Donc, qui vient de Java. Donc le saté. Donc le saté qui vient de Java, mais en fait il vient pas exactement de Java. Alors il semblerait qu'au 19e siècle il y avait des vendeurs ambulants, c'est du street food en fait, qui vendaient ces brochettes dans la ville, mais le mot en lui-même ne viendrait pas du tout de Java, mais il paraît que c'est un mot tamil, donc saté qui veut dire chair. Mais là où ce qui devient très très étonnant et très intéressant, c'est que on retrouve aussi cette brochette en Afrique du Sud. Donc là quand même on se rapproche. Donc il l'appelle le sauce sati.
Donc on pourrait le découper assez facilement. Il y a sauce et saté qui vient de saté. Donc en fait, ce sont ces morceaux de viande que l'on sert avec une petite sauce. Donc on reconnaît bien la recette. Et ces brochettes, en fait, elles ont été apportées par les esclaves malais. Qui donc avaient été transportés, envoyés par les Hollandais. Et au Cap, puisque le Cap était occupé par les Hollandais, on connaît les Afrikaners, voilà, qui se sont installés en Afrique du Sud. Mais là, en revanche, ces brochettes, elles sont servies avec une sauce non pas d'arachide, mais de curry. Donc bon, j'étais un peu déçue, je me suis dit, c'est pas la piste, c'est pas ça. Et pourtant, tu me suis toujours, hein, le Cap est hollandais, les esclaves malais, puisqu'on sait que les Hollandais aussi étaient installés dans la péninsule sud-est asiatique. J'apprends que en fait en Hollande, moi-même j'en ai pas vu, mais que en fait c'est vraiment pratiquement devenu un plat national. Les brochettes saté. Tu vas dans un pub et tu vas manger des brochettes donc servies avec des frites et une sauce à l'arachide. Et donc là, j'ai regardé la recette. On est vraiment dans la sauce. Alors, ils vont mettre plus d'épices parce qu'évidemment, ils ont été influencés par l'Asie du Sud-Est. Et en Afrique, on n'utilise pas les épices. On pimente, mais on n'épice pas. Mis à part le pain sucré dans lequel on met de la noix de muscade. Parce que nous, on n'a pas de noix de muscade. Et donc, si en Hollande, on mange ces brochettes saté avec de la sauce arachide, je peux quand même imaginer qu'ils se sont arrêtés aussi de la même manière que les Portugais, puisque un siècle après l'occupation des Portugais d'Elmina, ce sont les Hollandais qui ont pris le comptoir aux Portugais. Donc comme les Portugais ont amené le pain en Afrique de l'Ouest, les Hollandais... Peut-être bien que les Hollandais, eux, ont ramené la recette indonésienne. Ils ont butiné finalement à l'envers et ils ont posé dans les pays et les comptoirs qu'ils occupaient jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux cette recette qui a été après évidemment réinterprétée puisque en Afrique du Sud on mange pas avec de l'arachide et puis nous on sait pas sous forme de brochette puisque c'est une sauce, c'est collectif parce que c'est aussi la façon de manger un peu comme dans le nord, dans l'Afrique du Nord où on va plutôt avoir la grande casserole, la grosse marmite autour de laquelle tout le monde va partager le repas. Donc évidemment, c'est pas du tout une certitude, c'est juste une hypothèse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été quand même assez incroyable pour moi, en plein cœur de Bangkok, de retrouver ce goût que je n'avais pas en France. Et puis aussi, ça m'est venu cette idée aussi probablement parce que je connais l'histoire du wax et qui pourrait être tout à fait similaire. Donc le wax qu'on appelle à tort le pagne africain. Alors c'est un pagne, mais il n'est pas africain. C'est un pagne qui est utilisé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Qui porte différents noms, mais le terme générique c'est le pagne. Et après on va avoir certains pagnes auxquels on va donner des noms en fonction des régions, c'est ça ? Alors en fait, quand on parle, ça dépend de quoi tu parles, parce que justement le fameux tissu auquel on fait référence, donc je peux montrer pour que tout le monde soit bien à l'aise, donc par exemple ce tissu-là qu'on appelle le wax, donc celui-ci, eh bien, oui, c'est ce qu'on appelle un pagne ou un tissu africain. Et tous les pays, hommes et femmes, ont adopté ce tissu. Et à tel point qu'on parle de tissu africain. En tout cas, Stella McCartney, quand elle a fait son défilé avec ce tissu, on parle bien de tissu africain. Et si tu vas sur n'importe quel site pour acheter ce tissu en ligne, le wax, on va parler de tissu africain. Puisque c'est quand même un tissu africain. Eh bien, on peut dire que c'est un tissu africain dans la mesure où effectivement, ce sont surtout les Africains, en tout cas jusqu'à peu de temps, c'était les Africains qui le portaient. Mais en réalité, la fabrication n'est pas africaine. Alors évidemment, en Afrique, on a nos tissus. Beaucoup de gens connaissent le tissu de Korogo, ou alors le tissu qui a aussi eu beaucoup de succès qui s'appelle le kita, qui est orange en fait, qui consiste en des bandes géométriques avec une majorité de tonalités orange, qui a été beaucoup repris par
les Afro-Américains qui étaient à la recherche de leurs origines, ou alors le tapa qui est en fait qui consiste à frapper les écorces d'arbres. Donc là, c'est un petit peu ce type d'usage qu'on peut retrouver, où ensuite on peut tisser la fibre, qu'on va retrouver plutôt au côté ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a le bogolan, enfin tous ces tissus. On est dans des couleurs plutôt terre, plutôt brunes, parce qu'en fait on va alors ou brune ou indigo, parce qu'en fait on utilise les matériaux naturels, donc la terre, la boue, ou alors l'indigo, voilà. Mais donc ça va vraiment être sur des nuances ou de brun ou effectivement d'indigo. Et on part sur des bandes de tissu tissées à base de coton. Et là, on est sur des couleurs très chatoyantes, complètement différentes. Hein, et en réalité, ça vient d'Indonésie. Donc c'est ce qu'on appelle en Indonésie le batik, et c'est le batik de Java hein, qui est à l'origine du wax. Donc le batik en fait qui se décompose, qui vient de ambatik et qui se décompose en fait en deux mots, amba qui veut dire large, grand, et tik surtout ce qui nous intéresse c'est point. Et justement c'est pour désigner la technique du dessin, puisque le batik consiste à dessiner avec de la cire fondue sur un tissu. Ensuite, on plonge le tissu dans une teinture et lorsqu'on fait fondre à l'eau chaude la cire, alors réapparaît le dessin donc c'est la technique de la cire perdue où on va voir réapparaître le dessin aux endroits où la cire a fondu. Donc en Afrique aussi, hein, on a des techniques de batik où on n'utilise pas la cire, mais on utilise l'amidon de manioc ou alors la boue. Mais évidemment, ça va te faire des dessins beaucoup moins subtils. Donc le batik de Java eh bien, a beaucoup plu aux Hollandais, encore une fois, qui étaient installés là-bas. Et ils se sont dit qu'en fait, ils pourraient peut-être industrialiser ce procédé pour ensuite le revendre aux Indonésiens, donc en pouvant produire, parce qu'évidemment tu imagines c'est assez long hein, le procédé manuel, donc en l'industrialisant, puisque c'était quand même le 17e, 18e siècle, le 18e siècle, en tout cas le début de l'industrialisation et la vente des tissus, c'était effectivement possiblement une manne hein, si ils arrivaient à revendre ça aux Indonésiens. Mais malheureusement... Je fais un aparté, mais c'est quelque chose qui a été important dans la colonisation aussi bien des Britanniques que des Hollandais, c'était de coloniser des territoires et à un moment de récupérer les matières premières pour les transformer dans les lieux d'origine, en Angleterre et en Hollande, pour les revendre dans les colonies. Exactement. Et ça a été l'origine de la révolte des Indiens menée par Gandhi pour boycotter les produits manufacturés anglais qui étaient revendus aux Indiens. C'est pour ça qu'on voit toujours Gandhi avec son rouet, parce qu'il incitait les Indiens à filer et à tisser eux-mêmes leur tissu plutôt que les acheter aux Britanniques. Donc là, on est sur le même système avec les Hollandais. Ils récupèrent les matériaux, les techniques, ils les industrialisent en Hollande et ils les revendent dans les colonies. Exactement. Mais pas que. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Indonésiens n'ont pas du tout aimé le tissu et ils voyaient des défauts, en fait, que justement tu pouvais éviter en travaillant très lentement à la main. Il y avait des petits trous, donc ce qui leur plaisait pas, parce qu'en fait, cette pratique du batik à quelque chose d'assez spirituel en fait. Il paraît que par le passé, on procédait à ces dessins dans la nuit et donc justement il y a quelque chose d'un peu mystique et donc on dessine des formes qui souvent ont un sens et en utilisant quelque chose d'un peu bâclé, quick and dirty là, avec les machines industrielles, évidemment les Indonésiens n'ont pas du tout ne s'y sont pas reconnus et n'ont pas été clients. Et en revanche, effectivement, il y a une autre population qui a été tout à fait emballée par ces couleurs chatoyantes. Ce sont les Africains du golfe de Guinée. Alors il y a une légende, hein, parce que vraiment ça, c'est assez difficile de savoir si c'est tout à fait vrai, mais ce serait arrivé par les soldats mercenaires ghanéens, donc les Ashanti, dont on a parlé tout à l'heure avec le pain sucré, qui auraient rapporté ces batiks au pays hein, et qui auraient été tout de suite adoptés. Alors, donc là, ce que tu me dis, c'est qu'il y aurait eu des mercenaires
Alors ça, c'est une réalité. Pour D'accord. moi, la légende, c'est plus le cadeau, D'accord. le fait qu'on rapporte des souvenirs de cette manière. Mais en tout cas, effectivement, ça fait partie des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Mais effectivement, pour les mêmes raisons que tu as évoquées tout à l'heure avec les Indiens, il y a eu une révolte à Bornéo et Sumatra contre l'occupant hollandais, parce qu'évidemment, on peut tout à fait comprendre que la situation n'était plus tenable. Et donc, les Hollandais qui avaient aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, un comptoir à Elmina qui était devenu hollandais, eh bien, ils ont fait appel à des soldats Ashanti et donc étaient des mercenaires pour aller réprimer la rébellion à Sumatra et Bornéo, exactement. Et donc, c'est là que la légende dit qu'ils auraient rapporté ces tissus. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Africains, alors je ne parle pas de tous les Africains, là, on va plutôt parler de la noblesse, qui était en commerce. Et de pas toute l'Afrique non plus. On est vraiment sur l'Afrique de l'Ouest. On est même encore, même si on veut zoomer sur les territoires, vraiment les riverains des comptoirs, en réalité, où les chefs de village faisaient commerce avec les Hollandais et les Portugais. Donc on est encore à la fin du commerce triangulaire. L'esclavagisme va bientôt s'arrêter, mais on est tout à la fin. Donc dans le cadre du commerce triangulaire, on échange contre de l'or et des hommes, des produits manufacturés. Et c'est ce commerce qui va commencer, puisque donc les Anglais et les Hollandais vont construire des usines, ouvrir des usines dans leurs pays respectifs, reprendre cette technique de la cire perdue, donc du batik, et donc l'appeler wax, puisque wax en anglais veut dire cire. Ils vont reprendre les motifs africains pour évidemment davantage séduire la clientèle, et donc revenir dans le cadre du commerce triangulaire avec ces tissus chatoyants qui vont beaucoup plaire, mais donc à la haute. Au départ, ce sont... à ceux qui peuvent se permettre aussi de les acheter. Exact, ceux qui commercent, c'est-à-dire les chefs de village, les rois. On est vraiment dans la noblesse Ashanti au départ. Et puis, petit à petit, donc, le commerce triangulaire va s'arrêter et donc on va passer à un commerce plus ou moins, on va dire, équitable, puisque là, on est dans la colonisation. Et on va vraiment diffuser plus largement ce wax. Autour des indépendances, là, le wax va même être, manufacturé dans les pays africains. Donc dans la plupart des pays africains de l'Ouest, on a des entreprises qui font leur propre wax. Donc le Vlisco hollandais et le Woodin anglais vont être détrônés par exemple Uniwax en Côte d'Ivoire. Mais bon, aujourd'hui, Vlisco a racheté Uniwax. Donc voilà, c'est quand même essentiellement des produits hollandais, mais avec une adoption qui va être extrêmement rapide et qui va s'étendre vraiment à pratiquement toute l'Afrique subsaharienne, et avec aussi une grande intelligence commerciale. Tout le monde a peut-être entendu parler des Mama Benz, qui avaient vraiment l'art de la vente et qui vont se mettre notamment à donner des noms au tissu, et de la même manière que finalement à Java on avait, alors avec plus un sens plus philosophique, puisque c'était devenu, le batik était un outil de communication, puisqu'on y passait des messages à travers les motifs chargés de sens, et elles à l'inverse vont donner des noms au tissu très parlants, parce qu'on aime beaucoup les choses imagées en Afrique subsaharienne. Donc il y a le tissu qu'on appelle tu sors, je sors. Donc là, c'est un avertissement à l'homme volage. C'est un oiseau qui sort de sa cage et qui est suivi par un autre oiseau. Donc ça, c'est le pagne que va porter la femme. C'est le pagne que porte la femme. L'homme comprend que quand elle porte ça, il ne faut pas qu'il déconne. Exactement. Il y a l'œil de Marival, je pense qu'il parle de lui-même. Et puis sinon, il y a le tissu un peu plus fanfaron qui s'appelle Mon mari est capable. Et donc c'est un motif géométrique qui n'évoque absolument pas un mari, mais enfin c'est une façon quand même de fanfaronner dans la rue en disant que moi mon mari a réussi dans la vie, quoi. Et donc c'est beaucoup, voilà, des noms assez amusants et finalement qui montrent bien finalement l'adoption
totale, complète de ce tissu et sur lequel les compagnies comme Vlisco et Woodin ont complètement su surfer avec intelligence, puisque même les Africains eux-mêmes considèrent que le pagne est africain et que le wax est africain. Dans un sens, puisqu'ils l'ont complètement réinterprété, exactement. Ils se sont réappropriés et les origines ont été oubliées. Voilà. Aujourd'hui, il est considéré comme un pagne africain. Mais quand on cherche dans l'histoire, on voit qu'il a des origines asiatiques et encore une fois transporté par des marchands européens et pour le coup ici hollandais. Exactement. Mais les motifs que les Hollandais ont choisis pour essayer de vendre ça aux Africains, c'était des motifs qui étaient considérés comme africains par les Africains. C'était des motifs, voilà, ils sont allés, en fait, ils sont inspirés de ce qu'ils observaient dans les objets du quotidien, dans les bijoux que pouvaient porter les femmes, et puis également, en fait, en étant vraiment très à l'écoute finalement des habitudes, puisque on s'est retrouvé petit à petit avec même des tissus qui étaient faits pour les événements. Donc tu vas avoir par exemple lorsqu'il y a eu la visite de Giscard d'Estaing en Côte d'Ivoire, il y a des pagnes qui sont sortis à l'effigie de Giscard d'Estaing. Voilà, donc vraiment je dirais que c'est aussi une grande compétence marketing qui a permis ce développement. Donc là, on voit bien que c'est des objets de communication. Donc ce n'est plus uniquement pour se vêtir, c'est même pas uniquement pour faire beau, mais c'est aussi pour communiquer à la personne qui regarde. Ça, on l'a vu dans les visites de ces présidents européens, mais on a aussi des effigies de présidents africains qui étaient sur les pagnes. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir comment les Indonésiens chargeaient symboliquement, spirituellement leur tissu, comment les Africains l'ont réinterprété et se sont encore une fois réappropriés, comme ils l'ont fait finalement avec le saté. Et voilà, peut-être bien, c'est ce que je me dis, c'est que ça a peut-être voyagé de la même manière. En tout cas, je trouve que c'est pour moi quelque chose moi qui suis vraiment très attachée à l'Asie, c'est quelque chose qui m'a bouleversée d'un sens, puisque je me suis dit, beaucoup plus que je n'aurais imaginé, parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, l'Afrique et l'Asie sont connectés, parfois par l'intermédiaire des explorateurs, même souvent par l'intermédiaire des explorateurs, mais à la fois gustativement et aussi par la mode. Et je trouve ça assez chouette. C'est super. Voilà, ça nous montre bien tous ces échanges, tout le rebrassage qui est lié au commerce aussi, puisque le lien c'est quand même le commerce et aussi la colonisation, puisque la colonisation a été importante. Absolument. Et voilà, on voit bien le lien de ces marchands, l'importance de ces marchands, le lien qu'ils vont créer entre ces pays et qui vont transporter ces produits. Donc ça, c'est des exemples que tu nous donnes. Je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. Mais oui. Mais donc voilà, déjà le pain, une technique culinaire à travers, on l'a pas dit, mais cette sauce arachide provient quand même d'un aliment qui vient d'Amérique. Oui. Donc on a attendu que les Européens redécouvrent l'Amérique pour importer les arachides qu'on va retrouver en Afrique et en Asie. Aujourd'hui, c'est considéré comme un bien mondial, comme ça va être le cas du cacao ou d'autres produits américains. Donc on a le pain, l'arachide à travers ces brochettes et ces formes de pagne qui vont voyager de l'Indonésie à l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Et en fait, pour finir, tu as raison, parce qu'on a aussi un point commun, c'est le goût pour le piment. Et ce piment qui nous vient du Brésil, et donc qui a été apporté par les Portugais, et qui fait vraiment le piment partie intégrante de la cuisine en Côte d'Ivoire comme en Thaïlande. Donc voilà, on pourra refaire un jour un sujet uniquement sur le piment. Je pense que ça va être intéressant. Merci beaucoup Nyamké. Si vous avez des précisions à apporter sur ce qu'a dit Nyamké, n'hésitez pas à nous en parler, vous les laissez dans les commentaires. Nyamké est aussi l'auteur d'un blog qui s'appelle Laps and Gaps. Je vous mettrai le lien vers son blog dans la description de cette vidéo. Donc donnez-nous des retours sur ce nouveau format. Je vais faire appel à des gens par la suite sur ce type de format qu'on améliorera peut-être. Si vous avez des choses à dire qui lient votre culture à la culture asiatique ou vous avez une expertise particulière sur l'Asie, contactez-moi. On pourra peut-être faire quelque chose ensemble.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Bye bye! À bientôt pour un autre sujet. Bye bye.